Ça n'a aucun sens de mettre sans cesse en avant le trou de la sécurité sociale, si ce n'est de faire culpabiliser les gens. La Sécu, dès le départ, n'a jamais été conçue comme devant être rentable. D'abord, on soigne les gens, ensuite on leur donne des retraites convenables, et enfin on trouve des moyens financiers pour le faire. Et ceci, conformément à la belle devise de départ de la sécurité sociale, qui était on reçoit selon ses besoins, on cotise selon ses moyens. Monsieur le Président. 1991, il faut toujours sauver la Sécu. Michel Rocard veut doper ses recettes. C'est la création de la CSG, la contribution sociale généralisée. Sur les fiches de paie des salariés, un autre sigle viendra bientôt la rejoindre, la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Il faut le faire, j'en ai l'intime conviction. Il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble. Qu'est-ce que fait Juppé en 97 ? Il prend acte qu'il n'y aura plus jamais de hausse taux de cotisation. Il crée la CADES, qui est un lieu qui va emprunter sur le marché des capitaux. Et au bout du compte, où en sommes-nous ? Les hôpitaux sont à genoux parce que nous n'avons plus ce financement par subvention. À défaut de cela, eh bien, nous avons un financement qui met cette production centrale, qu'est la production de santé, aux mains, à la merci des prêteurs. Un homme vient de tomber d'une échelle. Direction l'hôpital sud-francilien qui a ouvert ses portes en janvier dernier. C'est un groupe privé, Eiffage, qui a construit gratuitement le bâtiment. En échange, l'hôpital doit maintenant payer un loyer pendant 30 ans. Les économies se font sur les effectifs. Cette logique, l'ancien directeur l'avait refusée il y a 1 an. Il a été poussé vers la sortie. Désormais, c'est donc Eiffage qui assure la maintenance du bâtiment. Récemment, par exemple, il a fallu percer ces 2 petites fenêtres pour donner de la lumière aux standardistes. Ils ont facturé chacune de ces fenêtres 27 000 €. Et il en va de même pour tous les travaux dans l'hôpital. Le loyer a explosé de 30 à 38 millions d'euros par an. Pour s'en sortir, l'hôpital, comme ici aux urgences pédiatriques, a donc fortement limité son personnel. Pour diminuer les dépenses, le principal poste de dépense de l'hôpital, c'est le personnel. C'est drôle parce que maintenant, à l'hôpital public, on parle de part de marché. Parce que la santé, c'est un marché. Je suis donc Anne Gervais, je travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à l'hôpital Bichat, en maladies infectieuses. Je suis hépatologue, donc je m'occupe du foie des gens. Ici, on s'occupe des maladies chroniques. Et en fait, les porteurs de maladies chroniques sont généralement pris en charge à l'hôpital et pas dans des cliniques privées. Parce qu'elles ne sont pas bien payées. Ce n'est pas des maladies très bien payées, mais en même temps, les maladies chroniques, c'est pas loin de 10% de la population. Bonjour. Alors, donc ça, c'était l'écho que vous avez fait vendredi. Comme tout doit être quantifié, je vois une évolution qui n'est pas celle que je souhaite. Je pense qu'on doit pouvoir travailler mieux ensemble, et c'est comme ça qu'on travaille plus, c'est qu'on travaille mieux ensemble. Le fait de voir une maladie, une hospitalisation comme un tarif et pas une réponse à un besoin de santé, c'est pas ce pourquoi j'ai fait médecine, et ni même mes collègues. Et on perd un peu de notre âme en faisant ça, et donc on perd de la motivation collective. Et en fait, on travaille plus, mais à mon avis, moins bien. La seule façon de travailler très bien, c'est d'être très motivé. Je continue à l'être. Il y a des moments où on rame un peu à contre-courant, quoi. Un des problèmes, c'est que ceux qui sont aux manettes maintenant estiment que c'est eux les payeurs, donc c'est eux qui décident quasiment. Est-ce que chaque patient qui va avoir un traitement pour l'hépatite C doit passer par une réunion de concertation pluridisciplinaire ? Ah bah oui, parce que c'est extrêmement contrôlé. Tu as besoin de l'équipe en général pour en poser vraiment les indications, être dans les clous et que le remboursement soit fait. C'est des traitements qui valent 48 000 € pour 12 semaines, tu vois. Ah oui. Et qui sont produits $150. Voilà. C'est un peu invraisemblable. Alors on vous répond oui, mais c'est parce que ça sauve les gens, ça fait gagner tellement d'années de vie que c'est coût efficace. Et avec ce type de raisonnement, la pénicilline, ça devrait être des dizaines de millions d'euros la seringue, quoi, parce que ça a sauvé beaucoup de gens, à commencer par la syphilis secondaire et tertiaire. Enfin, c'est pas logique. En fait, c'est le résultat d'une spéculation en bourse où un très gros labo qui s'appelle Gilead a acheté une petite boîte qui s'appelait Pharmacet
par une spéculation boursière de 11 milliards de dollars. Donc il fallait qu'ils se remboursent vite. Donc ils ont fait un prix de vente extrêmement élevé. Mais c'est bizarre de se dire que les sécus et assurances sociales publiques, privées, occidentales sont en train de solvabiliser les spéculations boursières des gros labos, quoi. C'est un peu bizarre. Donc là, il faudrait que les gouvernements, qu'il y ait une espèce de vision mondiale de la régulation des entreprises de santé, parce que la santé, c'est pas comme une production comme une autre. On ne peut pas dire qu'on produit de la santé. C'est une valeur particulière. On ne peut pas lui donner, comme on disait tout à l'heure, un coût ou un prix. Le prix d'une année de vie, ça ne veut rien dire. Donc il faut réguler ce qui permet de maintenir les gens en bonne santé tout en permettant aussi au commerce, à l'entreprise, au salaire d'être versé. Il faut être logique. Mais le réguler, ça semble... c'est la moindre des choses, quoi. Alors toujours dans cette idée de la France à l'offensive, de comment faire gagner la France, Denis Kessler, président de PDG de SCOR. Oui, merci. D'abord, je voulais remercier Pierre Gattaz de m'avoir invité. Le patronat, dans son aile bancaire et assurantielle, a vu dans la sécurité sociale non pas seulement une charge ou un poids pour les entreprises nationales, mais aussi une source potentielle de profit, un marché à investir, un marché potentiel à investir. Et l'idée, c'était de se connecter sur ces sommes financières énormes pour en détourner une partie des sommes les plus rentables, que ce soit du point de vue de la retraite ou du point de vue de la maladie, soit les deux plus gros postes de la sécurité sociale. Il faut préférer l'accumulation à la redistribution. Nous devons toujours privilégier l'économico-social, le salaire direct aux prestations sociales, l'équilibre entre les droits et les devoirs, plutôt que l'octroi incessant et ininterrompu de nouveaux droits non financés et sans contrepartie. Nous devons soutenir le progrès scientifique plutôt que l'obscurantisme écologique. Nous devons respecter le principe de raison. Nous devons préférer la retraite à la carte à l'indéfendable retraite légale à 62 ans et la nouvelle hausse des cotisations réduisant le pouvoir d'achat des salariés et réduisant les marges des entreprises. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Fondamentalement, ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19e siècle, mais effectivement, après, je dirais, 30 ans, 40 ans de progrès social continu, effectivement, il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est moderne, c'est de réactiver le vieux fonds libéral contre la solidarité et la sécurité sociale. Voilà, c'est ça qui paraît moderne. C'est ça le grand coup de force. Hein. C'est-à-dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs, des archaïques, des gens crispés sur les acquis, etc. Et eux ont réussi à s'incarner, ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès. C'est ça, c'est-à-dire de déguiser le grand bond en arrière comme un grand bond en avant. Donc ça, c'est ça qui est assez fascinant.